Ce que vous avez vu dans la vidéo précédente, c'était pour faire de la détection d'objets dans les images. Et ce qu'on va voir maintenant, c'est le problème de segmentation. Alors, qu'est-ce que la segmentation sémantique? L'objectif de la segmentation sémantique, c'est d'attribuer pour chacun des pixels de l'image la classe. On voit ici, par exemple, à droite, l'image d'un chat, et en bas, on voit donc que pour chacun des pixels de l'image, on attribue une classe unique. Donc, en jaune ici, c'est la classe chat, en mauve ici, vous avez la classe des arbres, en bleu, la classe des arbres, et ainsi de suite. Et aussi, ce qui est important ici, on ne va pas tenir compte des différentes instances. Ce qu'on voit ici, on voit une image où on a deux vaches. Et voyez comment dans la segmentation sémantique, ici en bas, là, on ne voit pas de séparation entre les deux vaches. Et vraiment, les pixels sont attribués à la classe vache sans respect au niveau du nombre d'instances ou des instances elles-mêmes. Le fait qu'on n'arrive pas à distinguer les différentes instances d'une classe dans l'image va quand même avoir certaines limitations au niveau des applications. Moi, je travaille au niveau des systèmes de véhicules autonomes, des robots mobiles, et c'est sûr que de ne pas être capable de distinguer les différents objets dans une image, autrement que les classes des objets, ça vient quand même limiter l'utilisation d'une approche de type de segmentation sémantique, parce qu'on ne pourra pas faire ce qu'on appelle le tracking, donc le suivi des différents véhicules ou des différents piétons dans une image. Donc, il y a quand même certaines limitations, mais il n'en demeure pas moins que c'est un problème très intéressant au niveau de la vision numérique. La segmentation sémantique va s'entraîner en calculant une perte pour chacun des pixels, donc il va y avoir quand même beaucoup de pertes à calculer. Et aussi, ça va exiger d'avoir la vérité terrain pour tous les pixels des images d'entraînement, ce qui coûte quand même assez cher en temps, donc en argent. Imaginez, il faut être capable de venir prendre une image et pour 100% des pixels, leur attribuer une classe. C'est sûr qu'il existe des outils de segmentation pour accélérer le tout. Les gens ne vont pas segmenter pixel par pixel, mais plutôt vont cliquer avec une souris, par exemple, pour faire un polygone qui va venir englober les différents objets dans l'image, mais il y a quand même, c'est une tâche qui est très fastidieuse. Et en partie, je pense, ça explique le fait que les gros jeux de données de segmentation sémantique sont arrivés un peu plus tard que les jeux de données comme ImagineNet, qui eux, au niveau de la de trouver la vérité terrestre, c'était relativement simple. Il fallait juste trouver une étiquette pour l'image au complet. Un problème commun pour les tâches de segmentation sémantique, c'est le fait que on va avoir un fort débalancement des classes en termes de quantité de pixels pour lesquels une classe va appartenir. Euh, Par exemple, la classe background est souvent une classe qui est très dominante dans les images. Peut-être 50% des pixels vont appartenir à la classe background. Si on a des images d'une scène de ville, ben, on va avoir beaucoup de pixels pour ce qui est des routes, le ciel, les édifices, et on va avoir beaucoup moins de pixels, par exemple, pour les cyclistes. Donc, on va avoir un débalancement de classe. Comment est-ce qu'on peut compenser ce problème-là? On peut tout d'abord augmenter la perte pour les classes moins représentées. Donc, ça veut dire, si j'ai une classe qui est 6 fois moins représentée, ben, je multiplie par 6 la perte des pixels associés à cette classe-là, mais ce n'est pas une solution qui est parfaite. Il y a d'autres approches, par exemple le focal loss, qui peut aussi aider à réduire l'impact de ce débalancement de classe-là. Je n'en parle pas plus que ça. Pour les intéressés, vous avez le titre de l'article qui introduit l'article, mais c'est une technique qui est très, très simple à implémenter. Pour faire la segmentation sémantique, on peut utiliser une approche naïve qui va être basée sur des réseaux fully convolutional. Hein, comme vous vous rappelez, on a vu dans la vidéo précédente comment les approches fully convolutional sont très rapides et nous permettent de faire une classification pixel par pixel. Et cette classification-là est donc faite dans les dernières couches qu'on voit ici. La dernière couche ici va contenir des scores. On voit par exemple que c'est mon tenseur de sortie qui est de dimension HW, HW étant les dimensions de l'image d'entrée et C étant le nombre de classes. Donc, chaque fibre que j'illustre ici en rouge va représenter dans le fond un vecteur
disons, de probabilité d'appartenance à une classe pour chacun des pixels dans l'image ici de sortie, là, qui est le pixel correspondant à l'image d'entrée. Donc, c'est vraiment un vecteur de prédiction calculé par la convolution. Les dernières convolutions ici, Fully Convolutional, souvent, c'est des convolutions un par un qui vont nous permettre d'obtenir ces fibres-là qui contiennent, comme je vous le dis, les scores ou les probabilités. Si je passe ça dans une softmax par la suite, donc les probabilités qu'un pixel appartienne à une classe en particulier. Cette approche-là, disons qu'il y a un pipeline qui va avoir les mêmes dimensions en termes de résolution de feature map et de pixels. On voit ici donc les tenseurs sont de dimension H par W, qui sont les tenseurs de même dimension que les tenseurs de l'image d'entrée. Ça va être une approche qui va être extrêmement coûteuse. Si vous vous rappelez, le temps de calcul est proportionnel à H et à W. Donc, si on veut avoir beaucoup de largeur, donc beaucoup de canaux vers le milieu de mon réseau profond pour obtenir plus d'informations sémantiques. Si vous vous rappelez, l'information sémantique, en général, elle apparaît dans la diversité des canaux. Si vous vous rappelez, les réseaux comme ResNet et compagnie, souvent rendu à l'avant-dernière couche, on va avoir des 512 filtres, donc des feature maps de 512 canaux. Donc, c'est important d'avoir beaucoup de canaux pour récupérer l'information sémantique. Mais là, d'avoir beaucoup de canaux et de conserver en plus une forte résolution spatiale, ça va beaucoup augmenter le temps de calcul. Donc, ce n'est pas une approche qui fonctionne très bien disons, dans la réalité. Plutôt, ce qu'on va chercher à faire, c'est un peu comme ce qu'on a vu pour les encodeurs, c'est d'avoir une approche de type sablier, hourglass, où on va tenter de progressivement réduire la taille spatiale en augmentant le nombre de canaux, comme pousser l'information spatiale vers de l'information sémantique. Mais comme on tient à avoir une résolution finale qui est la même que la résolution à l'entrée ou proche de la même résolution, ben après ça, on va faire une réaugmentation graduelle de la résolution des feature maps pour arriver à la fin un tenseur de prédiction qui est de la même taille là, ici que pour l'image initiale. Donc la partie qui correspondrait à la partie encodage d'un auto-encodeur, c'est ce qu'on appelle du downsampling. Pour la partie qui va recréer une image haute résolution à la fin, une image d'appartenance de classe, ça va être la partie upsampling. Et ce que vous devriez voir de cette approche-là, c'est le fait qu'on va perdre quand même passablement beaucoup d'informations spatiales fines. Rendu au milieu ici, on a perdu, vous voyez ici, on a rendu à un quart et un quart, mais ça peut être encore beaucoup plus petit que ça. Si je fais plusieurs max pooling qui divisent par deux, si je fais 5, 6 max pooling, ma dimension ici va être très très faible au milieu. Puis c'est volontaire parce qu'on voulait pousser l'information dans le sémantique, le réduire dans le spatial. Donc, mais à la fin, ici, je vais quand même être capable d'avoir une division des pixels relativement fine. Donc, faut que je puisse récupérer l'information spatiale fine quelque part. Alors, on va voir un peu plus tard comment un réseau qui s'appelle le réseau UNET arrive justement à prendre un peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire d'avoir une approche hourglass, mais en plus d'être capable de récupérer de l'information spatiale fine pour faire des prédictions fines au niveau de la segmentation. Maintenant, on va voir quelques opérations d'upsampling. L'upsampling étant la partie de prendre un feature map de basse résolution et de graduellement augmenter sa résolution. Il existe plusieurs approches. On va en voir 4 ou 5 dans les acétates qui s'en viennent. Il y a les premières catégories de méthodes d'upsampling. Ce sont des méthodes d'upsampling qui n'utilisent pas de paramètres. Ça veut dire que l'entraînement va être plus simple, vu que je n'ai pas de paramètres qui sont reliés directement au upsampling. Bon. D'un autre côté, ça va aussi probablement limiter les performances en termes de fidélité et ainsi de suite. La première approche sans paramètres, c'est une approche de type Nearest Neighbor. Alors, à l'entrée ici, j'ai une image ou un feature map de 4 par 4 pour lequel on a fait un max pooling de 2 par 2 avec un pas de 2. J'obtiens donc le feature map suivant. Donc, vous voyez ici, le 5 est rendu ici 5. Le 6, parce que c'est la valeur la plus élevée ici, j'ai un 6. Bon, la même chose pour 7 et 8. Après ça, bon, mon réseau fait d'autres opérations. Et après ça, je veux faire, là, je tombe dans la partie upsampling, dans la partie décodeur, si vous voulez, comme dans un auto-encodeur.
Et là, j'ai un feature map de 2 par 2 que je voudrais faire agrandir vers un feature map de 4 par 4. Donc, l'approche Nearest Neighbor, simplement, c'est de dire, ben, dans le pavé ici, tout ce que je vais faire, je vais recopier la même valeur que j'avais ici. Et ici, vous avez le 2 que j'ai recopié, et ainsi de suite. Une autre approche, une approche qui est décrite dans le cours CS231N, il appelle la méthode Bed of Nails, ou on pourrait peut-être traduire en français un tapis de fakir, vous savez, les tapis avec des clous. Alors, c'est simplement de reproduire les valeurs 1, 2, 3, 4, là, 1, 2, 3, 4, donc dans chacun des cadrans, mais on va mettre des zéros partout ailleurs. Et l'endroit où on va reproduire la sortie d'un feature map va être prédéterminé. Va toujours, par exemple, être dans le coin supérieur gauche. C'est un choix arbitraire. Par contre, ce qu'on voit, c'est que ça va créer un patron très régulier qui va peut-être donner des artefacts indésirables par la suite lorsqu'on va faire d'autres convolutions d'auto-sampling. Et ça ne vient pas non plus tenir compte de l'endroit qui avait déclenché le max pooling. Vous voyez ici, la max pooling a été déclenchée à différents endroits dans le cadran 2 par 2. Donc ici, on a perdu cette information-là. Donc, l'autre approche naturelle, ce serait de faire du max unpooling qui va devoir récupérer l'information de quelle partie du cadran avait déclenché lors de l'opération de max pooling. Donc, vous voyez ici, c'est le 5 qui avait déclenché pour le max pooling. Alors, quand j'ai une valeur de 1 ici, je vais le replacer au même cadran dans le 2 par 2 que lors de l'opération de max pooling. Même chose pour le 2 ici. Vous voyez comment il correspond au 6, le 8 avec le 4, et ainsi de suite. Donc, ça implique qu'il va falloir avoir un canal de communication entre des couches de bas et de haut niveau pour justement transmettre l'information de quelle, quelle partie du pavé du max pooling qui a déclenché. Aussi, ce qu'on note des approches Bed of Nails et aussi Max Pooling, c'est qu'il va y avoir quand même passablement beaucoup de zéros. On a quand même des zéros déjà dans nos feature maps avec l'utilisation des relus, mais en général, le nombre de zéros dans des feature maps n'est jamais vraiment si élevé que ça. Ici, on a vraiment les trois quarts des entrées qui vont des zéros. Encore là, ça peut peut-être avoir des effets pervers qui vont générer des artefacts à mesure qu'on fait du upsampling. L'autre catégorie d'approche, c'est de faire du upsampling avec des paramètres. Le fait d'avoir des paramètres ajustables va donc donner plus de flexibilité au réseau lors de l'entraînement pour être capable d'avoir du upsampling qui est plus proche au niveau de réussir à accomplir la tâche qui est demandée au réseau, étant donné qu'on va utiliser le gradient qui est calculé sur la perte pour venir ajuster les différents paramètres de cette couche d'upsampling qu'on appelle une couche d'upconvolution. Elle porte d'autres noms aussi, je vais en parler dans quelques instants. Alors, ça va comprendre des filtres F qui vont être appris. Donc, on va faire ici un exemple très simple avec un filtre de 3 par 3 avec un pas de 2. Vous avez le filtre ici. J'ai mis les paramètres du filtre, donc KLM, NOP, QR et S, donc un beau petit filtre 3 par 3. Et là, ce que je vais vouloir faire, c'est faire un sampling pour un feature map qui est très petit, un feature map de 2 par 2. C'est vraiment un exemple là, très pédagogique, parce que normalement, un feature map, c'est rarement 2 par 2, c'est beaucoup plus grand en général. Mais l'essentiel ici, ce qu'on veut voir, c'est de dire que je veux doubler les dimensions spatiales en X et en Y de mon feature map lors de l'opération d'upsampling. Alors, l'upsampling de type upconvolution, ce qu'on va faire, on va prendre le filtre F1 et on va le multiplier avec l'entrée ou la sortie ici là, du feature map. Et on va faire une multiplication, donc on va venir pondérer chacun des poids du filtre ici et on va venir ensuite placer à la sortie, là, donc à la sortie de la couche d'upconvolution, on va venir placer les valeurs. Je veux dire ici, on va négliger les effets de barre. Donc ici, normalement, j'aurais des valeurs numériques, mais là, on va les ignorer simplement parce que je suis en bordure. Mais rappelez-vous que si mon pavé ici serait par exemple, disons que j'avais un 16 par 16, j'aurais un 32 par 32, ben j'aurais juste une partie de mes exemples qui auraient cet effet de barre-là. Donc, je vous dis, on va l'ignorer pour l'instant. Donc, ce que ça nous donne, pour les valeurs de notre couche à la sortie de la convolution, on voit ici OPRS, OPRS qui sont multipliés par A. Après ça, vu que j'ai un
pas de 2 dans mon exemple. Je vais aussi déplacer mon filtre d'un pas de 2. Et ce que ça va dire, donc, c'est que je vais prendre le même filtre, donc le filtre F1, mais cette fois-ci, il va être multiplié par B, qui est l'entrée suivante là, de la couche upsampling. Alors, sans grande surprise, on obtient les termes ici qui vont s'ajouter dans la sortie. Donc, vous voyez NOPQRS, qui sont multipliés par B. Notez un effet important ici, lorsque j'ai un recoupement entre les deux fenêtres ici, là, les deux fenêtres correspondent au filtre, F1 multiplié, là, ben, un des choix qu'on peut faire, c'est de dire on va additionner les valeurs. Par contre, le problème que ça vient créer, c'est on va avoir une espèce d'amplification non désirée, puisque vous voyez ici comment je vais avoir deux termes qui sont additionnés, alors que pour ici, je n'ai seulement qu'un terme. Donc, les valeurs ici vont avoir tendance à être plus élevées dans mon feature map de sortie de la Up Convolution. Ce que ça peut venir créer, c'est des artefacts en forme d'échiquier, une espèce de quadrillé qui va venir apparaître dans mes images, et c'est quelque chose qui n'est pas désirable. Comment est-ce qu'on peut éviter cet artefact-là? Ben, on peut l'éviter en faisant un bon choix de taille de filtre et de pas. Par exemple, si je fais je prends des filtres, un filtre ici, là, au lieu d'avoir un filtre 3 par 3, j'aurai un filtre de 2 par 2 avec un pas de 2. Eh bien, ce que ça va éviter, j'aurai plus de recoupement entre les filtres. Donc, j'aurai plus ce phénomène-là d'avoir une somme, donc deux termes qui vont venir s'additionner. L'autre possibilité, c'est d'avoir toujours un recoupement qui favorise un nombre égal de termes dans chacune des entrées ici. Donc, par exemple, si j'ai un fil de 4 par 4 avec un pas de 2, ben, partout, je devrais avoir, je pense que ça va être deux termes qui vont s'additionner partout. Donc, je n'aurais plus un endroit qui, si vous voulez, sa sortie est boostée par rapport à ses voisins. D'autres noms pour cette technique. Certaines personnes utilisent le terme deconvolution. Les gens de Stanford considèrent que c'est un mauvais terme. Je suis d'accord avec eux parce que le terme de déconvolution, c'est un terme qui est utilisé dans la communauté de vision numérique pour décrire l'opération, d'essayer de trouver c'est quoi qu'est-ce qu'aurait une image, là ce que je vais trouver, là j'aurais une image sur laquelle j'ai fait une convolution. Si vous voulez, de comment retirer la convolution d'une image sans avoir le filtre de convolution non, en ayant le fil de convolution. Et c'est un problème quand même assez difficile, c'est un problème mal posé en passant. Et c'est une classe particulière. Donc, ce qu'on fait ici, ce n'est pas vraiment de la déconvolution. Donc, terme à proscrire. Souvent, en deep learning, les gens utilisent des mauvais termes mathématiques. Hein. Rappelez-vous, ce ne sont pas des réseaux de convolution, ce sont des réseaux de corrélation. Mais on est prêt avec le terme, donc on vit avec. Donc, un terme plutôt comme up convolution fait plus de sens. Fractional strided convolution, backward strided convolution. Mais disons qu'up convolution, ça se dit plus rapidement. Et pour la suite des acétates, je vais utiliser le terme upconv pour décrire ce type de upsampling. Autre approche d'upsampling, c'est une approche qui vient d'un article qui s'intitule Checkerboard Artifact Free Subpixel Convolution. Donc, carrément, ils veulent éliminer le problème des artefacts en forme d'échiquier. Et la méthode est quand même relativement simple. Vous avez un feature map pour lequel on veut augmenter la taille spatiale. Disons qu'on veut augmenter d'un facteur 2, donc ça veut dire qu'il faut quadrupler le nombre de pixels. Ce qu'ils font, ils vont avoir une banque de 4 filtres, par exemple. Ils vont faire des convolutions, ce qui va nous donner 4 nouveaux feature maps. Et par la suite, il y a avec une opération d'entrelacement. Vous voyez comment on vient entrelacer les 4 feature maps. Et ça permet donc de doubler de chaque côté la résolution, donc quadrupler le nombre de pixels de l'image. Et c'est une opération, là, cette opération d'entrelacement-là, qui se fait très rapidement sur les GPU. C'est ce qu'on appelle du shuffling. C'est pas quelque chose de très complexe. Et ça permet donc de vraiment bien de donner beaucoup de liberté, beaucoup de coups des franches au réseau pour être capable de créer cette image-là de plus grande résolution. C'est d'ailleurs une approche qui est utilisée pour des problèmes on appelle ça les problèmes de super résolution. C'est le problème où lorsqu'on vous donne une image de basse résolution, on cherche à trouver c'est quoi l'image de haute résolution qui correspondrait à l'image de basse résolution. Donc, revenons à notre problème de perte d'information spatiale fine qui résulte du fait d'utiliser une approche de type Hourglass. Comme on le voit ici très bien, on a divisé par 4, par exemple, la résolution spatiale pour chacune des dimensions X et Y.
Et on se rappelle, nous, dans les prédictions à la fin, on va avoir des résolutions qui sont très proches ou identiques à la résolution des images d'entrée. Alors, technique qui revient, on l'a vu pour les ResNet, ça, je veux transférer l'information d'une couche à l'autre. Qu'est-ce que je fais? J'utilise des skip connect. Sauf qu'ici, la skip connection, je ne la ferai pas en des couches qui sont consécutives, mais plutôt entre des couches ayant des résolutions spatiales identiques. Donc, vous voyez ici, la couche, lorsque je fais ma upconvolution, je vais venir récupérer l'information spatiale de cette de taille de résolution. Donc, je vais aller chercher de l'information de cette couche-là ici dans la partie qui était downsampling. Même chose à la fin ici, donc pour la sortie qui s'approche donc de la résolution de moitié. Je vais aller chercher l'information dans une couche beaucoup plus loin. Hein, vous voyez, c'est beaucoup plus loin ici. Je vais aller beaucoup plus à l'arrière parce que dans le fond, l'information spatiale plus fine, elle se trouve beaucoup plus en amont, pardon, dans le réseau. Donc, c'est la technique de skip connection que le unit va utiliser. Aussi, je le rappelle, rajouter des script connections ne rajoute pas de paramètres entraînables dans un réseau. Donc, c'est quelque chose qui est très, très efficace au niveau de l'entraînement. Ça ne favorise pas le surapprentissage. Et au niveau du calcul, ben, souvent, c'est juste de copier et faire une opération de concaténation. C'est des trucs qui se font quand même extrêmement rapidement sur un GPU. UNET nous vient du domaine de l'imagerie médicale. Donc, c'est intéressant de voir comment lorsqu'une technique de machine learning ou en sciences aussi en général, une technique commence à être utilisée dans d'autres domaines, ben, parfois les autres domaines viennent aussi cross-fertiliser le domaine de départ. Et ici, donc, c'est UNET c'est des gens qui travaillaient dans l'imagerie biomédicale qui ont développé cette approche-là. Un des problèmes qu'ils ont fait face d'ailleurs et qui a amené à l'arrivée de UNET, c'est le fait que dans l'imagerie médico-médicale, ben, il n'y a pas l'équivalent d'ImageNet. La quantité de données disponibles, elle est beaucoup plus faible. D'avoir des radiographies pour lesquelles on a fait une segmentation très précise au niveau par exemple, des tumeurs, ben, ça demande des spécialistes. On ne peut pas juste prendre des étudiants ou monsieur, madame, tout le monde. Monsieur, madame, tout le monde peut cliquer dans une image pour trouver des chiens et des chats, mais pour faire une segmentation fine d'une tumeur, ça prend un spécialiste. Et on le sait très bien, les médecins spécialistes, c'est quand même pas, sont payés quand même assez cher, donc ça coûte très, très cher à étiqueter ces données-là. Et aussi, bon, il y a une quantité limitée de patients pour lesquels on a accès à cette information-là. Aussi, pour augmenter la quantité de données à l'entraînement, ils ont fait du data augmentation. Et ils ont tenu compte vraiment de la physique du problème. Hein. Rappelez-vous, c'est quelque chose que vous avez dit, lorsqu'on fait du data augmentation, il faut bien comprendre le processus physique derrière les images. Et ici, dans le fond, le processus, c'est quoi? Ben, on image des tissus humains. Les tissus humains sont mous, ils sont déformables. Donc, ils ont utilisé une approche où ils vont faire des déformations là, un peu aléatoires, comme si je plaçais l'image sur une peau élastique et je prends des points au hasard et je vais tirer ou rapprocher de ces points sur la couche élastique, ça va venir faire des déformations parce que justement, le corps humain, les tissus mous, ben, ils vont se déformer un peu dans cette mécanique-là. Aussi, ils ont développé une perte unique à leur problème parce qu'ils ont le problème du débalancement de classe. Il y a beaucoup de pixels qui sont la classe background et il y a peu de pixels qui montrent la classe tumeur. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rajouté une perte qui va tenir compte de la position des pixels et plus particulièrement, ce qu'ils font, c'est qu'ils cherchent, ils vont augmenter les pertes, la valeur des pertes, donc ils vont multiplier par un facteur quelconque, 2, 3, 4, je ne sais pas, pour, dans le fond, que la perte pour le background qui est situé près des autres classes, par exemple les classes tumeurs, bon, on va augmenter la perte pour être sûr que, si vous voulez, le réseau va comme, lors de l'apprentissage, va comme focaliser sur bien faire le contour des tumeurs en négligeant peut-être le reste de l'image qui est de la classe background, qui de toute façon est quand même relativement facile en général à trouver. Donc, c'est une contribution aussi de l'article. On voit ici l'architecture de UNET. L'architecture, c'est une toute relativement simple, donc ça va aller assez vite à expliquer. Ce qu'on voit du côté gauche, donc c'est la branche downsampling. Tout ce qu'on peut, peut-être un petit commentaire, on n'est pas habitué de voir un réseau habituellement, on voit un réseau qui est plus en forme linéaire, mais ici, pour la présence des skip connect, c'était plus facile de l'illustrer
de cette façon. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça le unit. Donc, vous voyez ici, on a notre image d'entrée à résolution quand même assez élevée, 512 par 500, pardon, 572 par 572 pixels. On va faire des convolutions 3 par 3. On voit ici avec des relus. Important, les autres, ils ne font pas de padding parce qu'ils ne veulent pas avoir des artefacts reliés au fait que je mets des zéros. Donc, vous voyez ici, à mesure que je descends, la résolution de l'image a diminué un peu. Là. Je passais de 572 à 570 à 568. Donc, des convolutions 3 par 3. Après ça, la petite flèche en rouge ici, ça va du max pooling 2 par 2. Donc, on voit ici comment, justement, les feature maps ont été coupés de moitié en termes de taille. D'autres convolutions. Après ça, on fait du max pooling, des convolutions, max pooling, convolution, max pooling. Donc, vous voyez, à la fin, on obtient quelque chose qui est quand même relativement petit. On partait de 572 par 572 pixels et rendu au cœur du réseau UNET. On est rendu à 30 par 30, même ici à 28 par 28 après une opération de convolution. Donc, c'est très loin la résolution. 28 par 28, c'est très loin de la résolution initiale. Et après ça, dans la partie upsampling, la partie de droite, donc vous voyez ici en vert, la flèche indique les opérations de upsampling. Ils ont utilisé des filtres 2 par 2 pour éviter les artefacts qui génèrent. Si j'aurais un 3 par 3, par exemple, ça me ferait un quadrillé dans l'image. On ne veut pas ça. Hein, les tumeurs ne vont pas se situer sur un quadrillé, ils vont se situer un peu partout. Donc, quand on fait les upsampling, on voit la résolution 54 ici par 54, 52 par 52 parce que j'ai fait une convolution 3 par 3 sans faire de padding. Upconvolution, ma résolution qui monte, upconvolution, pour arriver à la fin, une résolution qui n'est pas exactement la même qu'à l'entrée, donc 388 par 388, mais qui, somme toute, est relativement du même ordre de grandeur que pour l'image d'entrée. Et comment obtenir l'information fine des couches inférieures? Ben, c'est simplement, on va prendre, on va simplement, vous voyez ici le tenseur et la petite flèche en gris, dans le fond, ce que ça va être simplement de dire, on va prendre une crop de mon feature map et on va venir le concaténer avec le feature map de l'upconvolution. Et c'est comme ça, donc, que le réseau va récupérer l'information spatiale plus fine. Vous voyez ici, même chose, on a une crop qui correspond exactement à la taille du feature map ici. Et vous voyez 256 canaux qui ont été rajoutés ici. Donc, vraiment, concaténation, on rajoute. Même chose ici, on rajoute. Et même chose ici, vous voyez, on a une petite tranche de notre tenseur. Et vous voyez, on vient juste la coller ici. Donc, notre réseau va être capable de venir, si vous voulez, jeter un coup d'œil sur les features des couches inférieures pour être capable de venir régénérer de la segmentation qui est très fine au niveau des pixels. Au niveau de la classification, hein, pour chacun des pixels ici, je dois donner la classe. Donc, j'ai un vecteur, disons que j'ai 7 classes dans mon feature map. Ici, on a mis 2, probablement parce que c'était une classe qui devait être tumeur ou background. Et on va utiliser des convolutions un par un. Donc, c'est une approche fully convolutional pour obtenir dans le fond, des fibres ici dans notre tenseur qui vont représenter les scores. Pour ça, dans un softmax, ça me donne donc des distributions de probabilité pour chacun des pixels de l'image. Pourquoi aussi la sortie ici elle est plus petite que l'entrée? Encore là, c'est vu que c'est pour du biomédical, ils ne veulent vraiment pas avoir de l'impact. Ici, dans le fond, c'est des régions qui, lorsqu'ils font la upsampling, ils ne veulent pas avoir l'impact, comme je dis, nulle part ils font du padding, parce qu'ils ne veulent pas que les zéros viennent impacter les classifications. Donc, nécessairement, je perds de la grandeur. Donc, lorsque je descends, que je remonte, j'ai perdu beaucoup de bordure. Donc, c'est pour ça que la sortie ici, ce n'est plus exactement la même grandeur qu'à l'entrée. J'aime bien vous donner le nombre de citations des articles. Hein, ça indique un peu l'importance de la communauté. Ben, cet article-là, UNET, a été cité quand même 13 014 fois en date d'aujourd'hui. Clairement, c'est un article qui a beaucoup influencé la communauté en termes de segmentation. Probablement à peu près tout le monde maintenant qui fait de la segmentation sémantique utilise ce concept-là de dire je vais avoir un skip connect qui vient regarder à des couches inférieures pour avoir justement l'information spatiale fine. Maintenant, le dernier problème qu'on va traiter aujourd'hui, c'est le problème de la segmentation d'instance. La segmentation d'instance peut être vue comme un hybride entre la segmentation et la détection. On peut aussi le voir comme étant le problème complet de la vision, c'est-à-dire à partir d'une image, retrouver tous les pixels qui appartiennent à toutes les classes présentes dans l'image. C'est vraiment un découpage très, très fin
de l'image, mais en plus, on va être capable de relier les pixels à chacune des instances. Donc, de retrouver les différents chats, les différents chiens, ou si on veut une voiture autonome, les différents véhicules, piétons, cyclistes, et ainsi de suite. Et à partir de ce moment-là, on va être capable, par exemple, de faire le tracking, le pistage des différents objets présents dans les caméras. Une technique qui existe pour faire cette segmentation d'instance, la technique qui s'appelle Mask RCNN. Ce n'est pas la plus récente, par contre, elle est quand même intéressante, mais surtout, elle est très facile à expliquer, puisqu'elle va être basée sur l'approche Faster RCNN. C'est une très légère modification, ce qui, en cas-là, montre la force de l'architecture Faster RCNN. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour obtenir de la segmentation? On va simplement rajouter une tête supplémentaire à notre tête de classification Fast RCNN pour prédire maintenant un masque binaire qui va servir à dire est-ce qu'un pixel ou non appartient à une classe particulière. Ça va rejeter juste un tout petit peu de calcul puisque l'ensemble du réseau reste le même que précédemment, donc le backbone n'est pas, l'architecture du backbone n'est pas changée, le Region Proposal Network n'est pas changé en termes d'architecture, ainsi de suite. Notez que les poids, eux, par contre, vont être ajustés en fonction des pertes calculées sur les masques de segmentation, puisque les masques font partie maintenant du graphe de calcul. Il va y avoir une perte d'associé à ces masques-là. Donc, clairement, les backbones et les réseaux de proposition de region of interest vont aussi être modifiés, mais l'architecture elle-même ne change pas. Ils ont aussi introduit une nouvelle technique de pooling. Dans l'article, Faster RCNN utilisait une couche qui s'appelle RI pooling, qui servait si vous voulez, déformer les masques qui pouvaient pouvoir avoir des tailles oblongues pour les mettre dans un format qui est plus standard, là, un format carré, pour les passer au réseau de classification par la suite. Dans l'article, il développe un réseau qui est un peu plus, pas un réseau, mais une couche là, ROI Align qui est un peu plus précise. Il faut une interpolation entre les pixels. C'est pour avoir, dans le fond, une meilleure façon de venir propager les formations des masques, peut-être dans l'image originale d'entrée. J'en parle pas plus. Lisez l'article si vous voulez en savoir plus à ce niveau-là. Et finalement, c'est comme Faster Arsenal marchait très vite, hein, pour le Faster vient quand même de là. Ils sont capables de faire de la segmentation d'instance à 200 millisecondes par trame, donc faire de la segmentation d'instance à 5 Hz, ce qui est quand même assez impressionnant. La modification, elle est appliquée sur la tête de classification du réseau Faster CRNN. Si on regarde ici, là, j'ai mon backbone pour lequel on va faire l'extraction de features. Il y a eu le Region Proposal Network que je n'ai pas affiché qui est ici, qui va nous calculer donc des régions intéressantes à venir extraire dans le feature map. Ensuite, j'ai la couche là, qui, je vous disais, la ROI Align, qui va nous générer donc un feature map donc de 7 par 7 avec un certain nombre de canaux, bon, des couches de convolution, ainsi de suite. Ici, on retrouve les deux têtes, une tête qui veut dire c'est quoi la classe et une tête qui fait la régression pour les anchor box. Et vous voyez ici l'ajout de cette nouvelle branche-là, donc c'est ça la branche qui va calculer un masque. Euh, Première des choses, pour être capable d'avoir une segmentation relativement fine sur l'image, il va falloir augmenter la résolution des feature maps. Donc, on avait une résolution de 7 par 7 ici dans l'article Faster RCNN. Et ils vont venir doubler la résolution de chaque côté pour avoir 14 par 14. Donc, naturellement, ce qu'ils vont faire, c'est avoir une couche de up convolution, 2 par 2 encore là pour ne pas avoir d'artefacts. Et donc, on va augmenter maintenant à 14 par 14 la résolution. Et par la suite, ils vont utiliser des convolutions un par un. Donc, une approche fully convolutional, donc pour chacun des endroits ici là, du feature map, pour obtenir dans le fond un vecteur ici qui va contenir l'information par rapport au masque. Et c'est important, le nombre de masques qui est calculé, c'est le nombre de classes qu'on a en classification ici. Donc, par exemple, si j'ai 80 classes qui existent, ben, mon tenseur ici va de 14 par 14 par 80. Donc, il y a vraiment 80 masques qui sont calculés. Là, vous voyez ici en vert, là, ce serait un endroit où on aurait des valeurs, disons, élevées pour indiquer la présence de l'objet, donc de l'objet de cette classe-là en particulier. C'est aussi un élément clé de l'article. Il va y avoir vraiment un masque par classe et ils vont vraiment être calculés de façon indépendante. Il va y avoir un découplage entre entre les différents masques. C'est vraiment un élément clé, je répète, là, de l'article.
Au niveau de l'entraînement, donc la perte va se faire sur les masques, en plus d'avoir une perte sur la classe et sur la régression des anchor box. Alors, c'est une perte par entreprise croisée par pixel, mais c'est seulement le masque pour la classe dominante qui va être utilisé pour faire le calcul de la perte. Donc, il va y avoir seulement un des 80 masques qui va être actif, puis on va calculer une perte pour chacun des pixels, mais seulement pour la bonne classe. Dans l'article aussi, ils ont testé un backbone un peu plus évolué, le Feature Pyramid Network, qui va utiliser, si je ne m'abuse, des skip connections, un peu comme Unit, pour être capable de transférer l'information de différents niveaux. Encore là, lecture personnelle si vous voulez en savoir plus, si vous voulez développer des backbones plus, disons, plus puissants que le traditionnel ResNet. Je reviens maintenant sur le concept du découplage des masques, qui est un élément clé de l'article. Euh, donc, on le voit ici, ils ont fait une étude d'ablation où ils ont utilisé, euh, imaginez donc ici que j'ai un tenseur là, de 80 par 14 par 14. Puis donc, j'aurais une fibre. Pour chacun des pixels, j'ai une fibre ici, donc un vecteur de, si vous voulez, de 80 entrées. Et là, j'ai le choix, est-ce que j'applique un softmax sur ces 80-là pour calculer, dans le fond, une probabilité d'appartenance à une classe, ou j'applique une sigmoïde de façon individuelle sur les 80 entrées. Et je vous rappelle ici, là, la softmax, c'est dans le fond la sortie, ça va être l'exposant du score divisé par la somme des exposants des autres scores du groupe. Donc, il y a vraiment un couplage qui va se faire. La sortie en I d'une softmax va dépendre des valeurs des autres score dans le vecteur ici. OK? Donc, c'est là que le couplage se fait. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est lorsqu'ils utilisaient le softmax, donc un certain couplage entre les masques, mais les scores étaient plus faibles au niveau de l'average precision. C'est pas tellement important qu'est-ce que AP, AP50, ainsi de suite. L'idée, c'est de voir qu'on a quand même une augmentation substantielle ici au niveau du score. Lorsqu'on utilisait une sigmoïde individuelle, donc c'est vraiment mes masques, je les traite de façon indépendante. Donc, si j'ai le masque 26, le score est très élevé, mais ça n'affecte pas du tout la sortie de la sigmoïde du masque 27, puisque j'ai pas de couplage, contrairement à la softmax. Donc, c'est vraiment important ici. Ils ne veulent pas avoir de couplage entre les différents masques. Si vous voulez, ça donne un peu plus de liberté pour le réseau pour apprendre à calculer. Lorsque c'est un chat qui est estimé, ben, il va vraiment travailler, le réseau va vraiment travailler pour trouver c'est quoi le masque attribué à un chat. Puis les pertes associées à un masque de chien ne vont pas venir affecter, dans le fond, le calcul du masque pour le chat. On a des exemples ici d'une sortie de masque RCNN. On voit dans le traditionnel bounding box avec la classe dominante, avec le score ici, ben, plutôt en termes de probabilité, donc une probabilité de 83%. Et on voit quand même la segmentation qui se fait relativement bien. Même chose ici pour un verre à glace, une bouteille, pas de verre à glace, un verre à vin, un bol ici, des chaises. Donc là, on voit quand même, c'est assez impressionnant de voir la qualité de la segmentation qui est obtenue avec, avec cette approche-là. Autre, autre exemple ici, mais sur le jeu de données Cityscape, qui est un jeu de données qui est très utilisé pour démontrer et entraîner des approches de segmentation, particulièrement lorsqu'on arrive dans le domaine des voitures autonomes. Mais voyez comment on est capable de retrouver chacune des voitures présentes. Donc, encore là, si j'avais un système de voiture autonome, on serait capable de faire un suivi de ces véhicules-là. On retrouve les piétons. Ça fait partie des classes qui existent dans Cityscape. Donc, c'est quand même impressionnant. Et je le répète, ça peut faire cette segmentation d'instance-là presque en temps réel. Là. 5 Hz, c'est pas tout à fait du temps réel, mais c'est quand même très proche du temps réel. Donc, c'est quand même impressionnant. Donc, pour conclure cette série de lectures sur la détection et la segmentation, on a donc vu que nos réseaux de neurones, on peut leur faire plus que juste de la classification en termes de problèmes de vision numérique. Notamment pour les détections qu'on a vues à la vidéo précédente, le problème ici, c'était de retrouver les différents objets d'une même catégorie sans connaître au préalable leur nombre. C'est aussi de retrouver leur position. Et souvent, les méthodes sont basées sur d'abord un algorithme ou un réseau qui va faire des propositions de zones prometteuses. Le nombre de propositions qu'on va conserver, c'est les 300 ou les 200 zones les plus prometteuses. Et ensuite, on va faire une classification de ces zones-là.
On a aussi introduit le concept d'Anchor Box, qui sont donc des prototypes, des boîtes prototypes, souvent avec des géométries allongées ou carrées, pour tenir compte, dans le fond, des différentes distributions de formes d'objets qui existent. Et on a vu que les approches les plus rapides, c'est les approches qui utilisent un réseau de neurones qu'on a dit un Region Proposal Network, donc l'acronyme RPNC. Donc, c'est les méthodes les plus rapides, c'est ceux qui utilisent un réseau de neurones pour venir prédire différents, ces différentes zones prometteuses. Et pour trouver la localisation des objets, ben, on va avoir une tête de régression qui va venir modifier légèrement les paramètres des anchor box pour raffiner, pour que le réseau puisse raffiner, dans le fond, la position de l'objet dans l'image. Aussi, il existe des techniques qui ne sont pas basées sur la proposition de région, mais plutôt des techniques qui vont utiliser une grille. Par exemple, YOLO utilise une grille 7 par 7 pour essayer d'identifier dans chacune des régions de cette image d'entrée-là, c'est quoi les probabilités qu'un bounding box ou qu'un anchor box d'une certaine géométrie contienne un objet ou non. Au niveau de la segmentation sémantique, donc on a vu que ce problème-là consistait à attribuer une classe pour chacun des pixels d'une image. L'architecture dominante, c'est l'architecture UNet, qui est une architecture qui fait une approche de type hourglass, donc on va faire un downsampling puis un upsampling. Ça nous a permis, par la bande, d'apprendre différentes méthodes d'upsampling, donc principalement la méthode de upconvolution, qui est une méthode qui utilise des filtres qui sont appris. Et aussi, on a vu le concept de skip connection qui vont de couches très profondes vers des couches plus hautes pour être capable de transférer l'information spatiale, pour être capable justement d'avoir une segmentation spatiale fine en sortie, malgré la présence de ce hourglass qui vient un peu évacuer l'information spatiale en son cœur. Finalement, dernier problème qu'on a vu, la segmentation d'instance, qui est l'hybride entre la détection et la segmentation. Et on a vu le réseau Mask RCNN, qui est simplement un réseau Faster RCNN auquel on a ajouté une branche qui va prédire des masques. Et aussi, un des points importants de l'article, c'est donc l'importance de venir découpler les masques entre les différentes classes. Finalement, concept aussi très intéressant qu'on a vu dans les dernières leçons, c'est le concept de réseau Fully Convolutional Network. C'est vraiment l'idée qu'au lieu d'avoir une tête de classification fixe à la fin, qui sont des têtes qui sont souvent composées de réseaux pleinement connectés, eh bien, on peut utiliser dans le fond une convolution, par exemple, 1 par 1 ou des 3 par 3, ainsi de suite. Mais l'idée, c'est qu'on va venir faire un balayage de la tête sur un feature map qui est très grand. Donc, c'est une approche par fenêtre coulissante. Mais comme elle est faite sur les couches supérieures, c'est une approche qui est très rapide. C'est aussi une approche, dans le fond, qui va simplement réutiliser les mécanismes qu'on connaît déjà, c'est-à-dire de fil de convolution, pour venir encoder justement cette fenêtre coulissante-là de réseau pleinement connecté. Alors, ça termine la leçon de cette semaine. C'est aussi le dernier enregistrement, donc les enregistrements suivants, c'est des enregistrements qui ont été faits à d'autres moments. Ben, j'en profite pour vous remercier d'avoir suivi le cours. J'aurais aimé pouvoir vous transmettre mes remerciements en personne. Sachez que le matériel va être disponible sur YouTube pour encore un bon bout de temps. Donc, si jamais vous voulez le réutiliser plus tard, si vous avez des questions, vous voulez vous rafraîchir, ben, je vais laisser le matériel disponible. C'est un peu l'avantage qu'on a eu avec cette COVID, donc de créer du matériel pour vous qui peut être peut-être plus pratique. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le cours. J'espère que vous avez apprécié l'expérience. Personnellement, j'ai beaucoup aimé vous enseigner. J'aurais aimé continuer à le faire aussi en live, c'est plus plaisant. Je trouvais une excellente dynamique dans la classe. Je remercie d'ailleurs tous les étudiants qui posaient régulièrement des questions, parfois qui débordaient un peu du cadre très précis du deep learning. Des fois, on allait un petit peu dans le machine learning, mais je pense dans l'ensemble, c'était intéressant, cette interaction-là qu'on avait. Et bien franchement, je m'en suis ennuyé en faisant ces essais. Enfin, je vous en parle pas plus. Vous avez beaucoup de chats à fouetter ces temps-ci, disons. Encore une fois, je vous remercie de votre patience et de votre choix de cours. Et sur ce, bonne continuation.